Avant le coronavirus, n'oublions pas que la première nouvelle de 2020 a été le conflit Iran-USA. On a déjà eu ce genre d'altercation en 2018. Inversons simplement l'Iran et la Corée du Nord. Oublions la forme, le fond reste identique, c'est-à-dire un conflit susceptible de provoquer une troisième guerre mondiale. Donc, le recours de l'arme nucléaire, comme ça a été le cas entre les USA et le Japon, est craint pendant la guerre froide. Je pense que vous savez que recourir à cette ogive mettrait d'immenses dégâts à long terme dans le pays ciblé, suivi d'un effet domino pour signer sans doute la fin de l'humanité. Et oui, cette arme en termes de dégâts est semblable à la peste noire et redoutée comme une pénurie mondiale. Ça, la fiction l'a très bien compris, en partie quelques œuvres cinématographiques anticipant ce cataclysme. Donc, comme le concept l'indique, voici 4 films sur un holocauste atomique. Alors le but ne va pas être de répertorier chaque film tagué guerre nucléaire, mais de repasser en revue les plus intéressants à titre personnel. Je précise que cette vidéo est purement subjective. Il y a certains films que je ne vais pas parler, mais qui vaudront tout de même le coup d'œil. On en reparlera à la fin. Il faut appeler le quartier général, il n'y aura pas de concert, il faut appeler les brigades. Tu crois pas qu'on a mieux à faire? Non et non. Ça t'affaiblit trop et ça ne te réussit pas. Une petite fois, dans ta bouche. Le cimetière des voitures, sorti en France le 30 avril 1983 par Fernando Arrabal. Nous commençons avec un téléfilm français oublié qui raconte l'histoire d'Emmanou, un mage rescapé d'une attaque nucléaire sur la France. Devenu maintenant une légende vivante dans l'univers punk. Un groupuscule d'apôtres, représentés par des couples libertins, anarchistes, punk, ont voué un dévouement ainsi qu'un culte à ce mystérieux personnage ayant des pouvoirs divins. Mais il finira par se faire trahir par un des apôtres, le dénonçant à la police. Vous l'aurez compris, cet ovni français retrace les derniers jours du Christ à travers un contexte moderne, mystique et expérimental. Le réalisateur dénonce par la même occasion la dictature qu'il a connue en Espagne, jusqu'à son arrivée en France en 1955. Mais bien sûr, si vous avez du mal avec Jodorowsky, il n'est pas pour vous. Ce dernier en a d'ailleurs parlé en bien dans une interview pour le réalisateur et pour le film. Cependant, c'est un spectacle imaginaire, fort, original qui réussit à se démarquer, porté pour le premier rôle par le chanteur Alain Bachung. D'ailleurs, il dit ceci pour son rôle. Je comprenais pas forcément tout, donc en même temps ça m'attirait, parce que c'était quand même, tout ça était excitant. Parce que j'avais des idées de films de science-fiction, mais pas comme ça, quoi. Maléville, sorti en 1983 en France par Christian Challonge. Nous nous retrouvons avec un autre film français, composé en plus de Jacques Villaret et Michel Serrault, dans un concept de retombée nucléaire. Il raconte l'histoire d'un maire de la petite campagne de Maléville qui s'apprêtait à débattre d'un sujet administratif avec certains élus dans une cave à vin. Une explosion d'origine nucléaire fait son apparition à l'extérieur, détruisant et carbonisant la ville et peut-être le reste de la France. Les rescapés essaieront de s'adapter à ce nouvel environnement pour survivre avec ce qui leur reste, mais ils ne sont pas seuls. Ce qui est appréciable d'une part, c'est qu'il n'a pas une vision négative de la situation, contrairement à d'autres de ce classement, mais plus un contexte d'adaptation et de reconstruction porté par des acteurs plutôt charismatiques. Il est adapté d'un livre de Robert Merle, publié en 1972. D'ailleurs, petite anecdote, l'écrivain en colère a demandé de retirer son nom du générique, puisque Christian Challonge et Pierre Dumaillet, l'un des scénaristes, ont pris des libertés par rapport au livre. Même trop, comme supprimer des personnages, changer l'histoire pour une adaptation simple au cinéma. Enfin passons. Il y a eu un remake sorti en 2010 par Denis Maléval, mais je l'ai trouvé malheureusement moins bon comparé à la sortie de 81. Quoi qu'il en soit, il reste sympathique et bourré de qualité, même si certains le trouveront trop long. Je fais une pause pour vous expliquer un truc. À la base, j'avais gardé cette place au long métrage d'animation Quand souffle le vent, de Jimichi Murakami. Mais impossible de le trouver sur le net, ou même de le trouver en DVD. C'est dommage, en plus il est complètement dans le thème. Mais c'est pas grave car à la place, on aura Appel d'urgence sorti en 1988 aux États-Unis de Steve de Jamat. Nous sommes fin 80 à LA. Un mec jeune et ambitieux tombe littéralement amoureux d'une fille rencontrée au musée. Entre eux, c'est le coup de foudre. Tout se serait bien passé si le mec n'avait pas raté son regard et par la suite reçu un appel inquiétant en voulant s'excuser auprès de sa copine, disant It's happening! I can't believe it, but we're locked into it. 50 minutes and counting. Hey, is this some kind of prank or something? Même si vous allez crier au canular, en soi ce qui est possible. En revanche, si ce n'en est pas un, il a 1h10 afin de prendre ses affaires, rechercher et s'excuser auprès de sa copine pour foutre le camp, car une attaque nucléaire aura lieu. Malheureusement, il avait un budget d'environ 3 700 000 $, et il en a rapporté 1 145 000, ce qui veut dire un flop à sa sortie.
C'est dommage, car il est juste génial. On sent la pression s'accélérer petit à petit, accompagnée d'une dose jouissif. Il date de la période fin 80 et il n'a pas vieilli d'une ride. De plus, c'est pour moi un chef-d'œuvre. C'est la phrase qu'a posté Joe Dante sur Facebook en été 2016. Voici ce qu'a dit Serge Frendrikov, l'un des responsables chez Splendor, éditeur français distribuant par exemple les films de Sam Raimi ou Paul Thomas Anderson. Le post de Joe Dante a piqué ma curiosité et après avoir revu le film dans un DVD médiocre, j'ai été convaincu qu'il méritait une seconde chance. S'en est suivi d'un achat des droits d'auteur pour une nouvelle distribution dans environ 8 salles de projection. J'espère que mon résumé vous aura convaincu. En tout cas, ce post Joe Dante prend aux tripes et redéfinit la romance dans ce thriller apocalyptique. We gotta get the marchers on the bottom. That's right. Keep rolling. Put it down there. That's it. No, put this out. This one's on spinning. Canvas. Port string. What was the other one? Hang on. There's something on the airport. Threads, sorti en 1984 par Mick Jackson en Angleterre. Voici l'anticipation la plus noire qui décrit l'histoire de deux familles prolétaires anglaises dans la ville de Sheffield. Menacée par la Troisième Guerre mondiale entre l'Union soviétique et les États-Unis, juste après une attaque qui a détruit une base de l'OTAN, donc ce qui devait arriver arriva. Un missile de 80 mégatonnes fait éruption sur cette ville, basculant ensuite la vie de ces deux familles dans un cauchemar total. Il est tourné comme une sorte de faux documentaire prenant le point de vue de différents personnages, afin de suivre la tragédie d'une façon différente, pour un final à glacer le sang. En parlant de ce long métrage, je suis obligé de faire un détour du côté de Peter Watkins, réalisateur anglais engagé connu pour son côté dénonciateur. Dans les années 60, la BBC lui donne la réalisation d'un film similaire avec Culloden, dans laquelle il est question d'une attaque nucléaire. Il s'exécute et sort The War Game, la bombe en version originale. La BBC avait un projet de sensibilisation à titre éducatif pour sa diffusion. Mais The War Game fut jugé trop violent et théoriste du complot, malgré qu'il ait remporté l'Oscar du meilleur film documentaire en 1966. Il sera diffusé que 20 ans plus tard, et c'est là que l'histoire commence. Le directeur général Alasdair Main voit la bombe et propose la projection d'un film similaire en ayant les nouvelles techniques de réalisation. Il donne la direction du projet à Mike Jackson, petit réalisateur documentaire des années 70 à la télé anglaise, qui s'investit à fond dans le projet. Cependant, aux USA, ils ont pensé au même scénario, qui sortira en 1983, le jour d'après, réalisé par Nicholas Meyer, similaire dans le fond, faisant alors un carton à sa sortie. Cette situation aura beau dépiter Mike Jackson, mais il remarquera que même si le ton reste pessimiste, ça n'a rien à voir avec la vision qu'il se faisait. Dans le jour d'après, c'est le côté spectaculaire qui est mis en avance par rapport à la tragédie des personnages. Le réalisateur l'a très bien compris, il sortira malgré tout son film en 1984 avec un budget ridicule de 300 000 livres sterling pour un résultat réussi, froid et grandiose. Même si le public ne sera pas au rendez-vous pour sa sortie, il ne cessera d'augmenter 20 ans plus tard. Honnêtement, j'aurais pu parler de ces 3 films sur les 4, mais l'histoire reste pareille, même si le ton général change. J'ai donc choisi Threads pour son côté pessimiste particulièrement accentué dans ce cas présent. Avec ces 4 films et les autres en général, nous apprenons une chose. Sur le net ou dans la vie réelle, nous sommes différents et défendons nos intérêts propres à chacun ou pour une communauté. Pourtant, il suffit d'avoir cette menace pour redevenir à la même échelle des êtres fragiles, paniqués, balayés en un rien de temps. Je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à la prochaine.